Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Arrivé hier du président de la République Alassane Ouattara à New York aux États-Unis d'Amérique, le chef de l'État va participer à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies prévue mardi. Le compte rendu de Jérôme Kofi Abolin. Newark International Airport, New Jersey, près de New York. Il est environ 18h15 heure locale, soit 22h15 temps universel. Ce samedi 20 septembre 2014, quand le président de la République Alassane Ouattara descend de l'avion en provenance d'Abidjan pour sa participation à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. Pour le chef de l'État, ce rendez-vous est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il constitue une occasion de rencontre de haut niveau. Nous sommes là pour les assemblées générales des Nations Unies, donc c'est un événement important et nous avons une forte délégation parce que nous avons beaucoup de rencontres et nous comptons rester à peu près une semaine. Alors je suis heureux d'être à nouveau à New York. À cette 69e session de l'Assemblée générale, le président Alassane Ouattara est attendu pour une allocution. Nul doute que le message de la Côte d'Ivoire va porter sur le développement si l'on s'en tient au thème de la rencontre, à savoir la concrétisation d'un programme de développement porteur de transformation pour l'après 2015. Et sachez qu'avant de regagner les États-Unis d'Amérique, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, était en mission au Canada. Charles Kofi Dibi a rencontré les autorités canadiennes au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale et des liens d'amitié qui unissent la Côte d'Ivoire et le Canada. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le congrès du Rassemblement des jeunes républicains a refermé ses portes hier. Il s'est soldé par l'élection d'un nouveau président, son nom Da Sanson. Il succède à Karamoko Yayoro. Ahmed Traoré, Sidonie Davila. Ça y est, le verdict est tombé. Da Sanson est désormais le nouveau président du Rassemblement des jeunes républicains, RJR. Il a fallu attendre plus de 12 heures pour connaître les résultats des urnes. Élu avec 600 voix sur les 3446 votants, soit 29,55% du suffrage, le nouveau président de la jeunesse du Rassemblement des républicains RDR affiche déjà ses ambitions. Les ambitions, ce sont les objectifs que nous nous sommes assignés, à savoir la mobilisation de tous les jeunes, le rassemblement autour d'un idéal. C'est la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. À l'ensemble des jeunes, je voudrais les inviter à l'esprit de changement de mentalité. Après les travaux en commission, le secrétaire général adjoint chargé des syndicats et du monde associatif estime qu'il faudra mettre en place une stratégie pour rapprocher la base des cadres du parti. Il est bon qu'on en parle pour que d'autres prennent cela comme exemple ici. Oui, nous tous, nous cadres, ne nous coupons jamais de notre base. Ils nous ont dit ici aussi dans les rapports qu'il y a des portes qui sont fermées depuis qu'on est au pouvoir. Le président du comité d'organisation, Yves Conan, a salué l'esprit de fraternité qui a prévalu lors du congrès et appelle les jeunes républicains à aller à la conquête du pays avec pour objectif la réélection du président Alassane Ouattara. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale s'est donné pour mission le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale entre les composantes de la nation ivoirienne. L'OSCS a présenté récemment le diagnostic analytique des tendances de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et l'hôtel du district au Plateau a abrité la rencontre. Ahmed Traoré, Abou Sanougou. Organe de veille et d'alerte précoce, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est chargé de fournir aux décideurs des informations stratégiques. Objectif, les aider à définir des politiques, programmes et projets aux besoins des populations. Et également aboutir à court terme à l'élaboration d'un plan stratégique d'intervention. La solidarité et la cohésion sociale sont de nos jours affichées comme des éléments indispensables pour parvenir à un développement durable. Pourtant, la notion de solidarité est une valeur cardinale
qui existait autrefois dans toutes nos sociétés africaines. Pour soutenir les actions de gouvernement qui consistent à rendre la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a produit un rapport sur le diagnostic analytique des tendances. Il s'agissait de faire en sorte que la population puisse connaître les résultats des travaux que l'Observatoire a organisés tout au long de cette année. Et c'est pour cela que nous avons profité de la quinzaine de la solidarité pour présenter le rapport sur les tendances de la cohésion sociale, l'équipe de campagne sur la communication en matière de solidarité et cohésion sociale et puis la commission locale d'Abobo. Créé en 2008 après les accords politiques de Ouagadougou, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a véritablement commencé à fonctionner à partir de 2012. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a remercié et félicité ces structures pour le travail déjà abattu et l'exhorte à en faire davantage. Des leaders communautaires et des ex-combattants viennent de renforcer leurs capacités en matière de gestion de conflits communautaires. Ils ont participé récemment à une rencontre de formation. C'est une initiative du programme de relèvement et de réintégration communautaire, un programme de l'ADDR, nous dit Herman Yami. Une journée pour donner aux leaders communautaires et aux ex-combattants les rudiments pour prévenir et gérer les conflits. L'initiative du programme de relèvement et de réintégration communautaire, une des composantes de la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, vise à créer la cohésion entre les ex-combattants et les différentes communautés. Les activités de réintégration communautaire et de cohésion sociale accompagnent la réintégration des ex-combattants. Parce qu'à la DDR, lorsque l'ex-combattant est désarmé, il est démobilisé, il a un projet. Mais lorsqu'il a un projet, il va quitter le camp militaire pour aller s'installer dans une communauté. Donc quand il arrive dans la communauté, pour que ce ex-combattant soit accepté par la communauté, nous menons des actions de réhabilitation d'infrastructures, des actions de cohésion sociale. Au terme de la formation, les participants devront être capables de prévenir un conflit naissant, de savoir communiquer en période de crise et de savoir utiliser les techniques de réconciliation, de négociation et de médiation des conflits. Le bon leader communautaire, ce sera, en dehors des qualités de leader que tout le monde connaît, ce sera quelqu'un qui est au service de sa communauté, qui est disponible, qui aide les uns et les autres à régler leurs problèmes, mais toujours en ayant à l'esprit que la plus-value que le leader peut apporter, c'est quand il aide non seulement à la résolution d'un problème, mais qu'il aide surtout à ce que les relations entre les différentes parties en conflit soient sauvegardées après le règlement des problèmes. Les participants se disent satisfaits des enseignements reçus. Ils assurent que les leçons apprises seront mises en pratique au moment opportun. Pour régler un conflit, il ne faut pas se limiter aux conséquences. Il faut connaître les sources du conflit. Qu'est-ce qui a entraîné le conflit? Qu'est-ce qui est à la base du conflit? En arrivant à la maison, je pense bien que je mettrai ça en pratique pour pouvoir me réconcilier avec mon voisin direct, avec qui depuis un certain nombre d'années, nous avons des relations vraiment tendues. Cette formation a réuni une cinquantaine de personnes. Elle a été possible grâce à l'appui financier du Fonds japonais et du PNUD. Le Ghana accentue la lutte et la prévention contre le virus Ebola. Les autorités sanitaires de ce pays ont procédé à des contrôles renforcés pour les pèlerins devant se rendre à la Mecque. La fièvre Ebola ne fera pas le pèlerinage de la Mecque. Les autorités ghanéennes sont catégoriques. Sous les tentes érigées près de l'aéroport d'Accra, les mesures de contrôle sont renforcées. Contrairement aux musulmans guinéens ou nigérians interdits de pèlerinage à cause de l'épidémie d'Ebola, les pèlerins ghanéens peuvent se rendre en Arabie Saoudite, mais sont passés au crible. Même dans cet espace, nous avons un réseau de sécurité performant pour s'assurer que la personne qui a un passeport ghanéen est bien ghanéenne. Nous avons aussi une équipe médicale. Chaque pèlerin est dépisté avant de monter dans l'avion et avant le décollage. Les pèlerins sont inlassablement sensibilisés aux règles d'hygiène et sont appelés à rester vigilants sur place. Ils nous informent surtout sur Ebola. L'ampleur de cette épidémie est inquiétante. Donc on nous alerte beaucoup sur ça et aussi sur le choléra. Se laver les mains, éviter le contact avec les personnes d'autres pays, on doit faire attention à tout ça.
Les mesures de contrôle se concentrent aussi sur les bagages pour débusquer des noix de cola dissimulées par les pèlerins. Ils en apportent pour les vendre, ce qui est désormais interdit par l'Arabie saoudite. 5500 musulmans ghanéens s'envoleront vers la Mecque. Les premiers convois ont commencé et se poursuivront jusqu'au début du mois d'octobre, avant que le pèlerinage ne commence. Boko Haram continue son avancée dans le nord du Nigeria. Le groupe islamiste contrôle totalement Gamborungala, une ville frontalière de l'extrême nord du Cameroun. Plus de 15 000 Nigériens en fuite affluent dans le nord camerounais. Voici le camp de Minawawu dans l'extrême nord du Cameroun. C'est ici qu'affluent depuis une semaine des milliers de réfugiés nigériens qui ont fui les attaques de Boko Haram. Installés d'abord dans un camp de transit, non loin de la frontière avec le Nigeria, ils sont transférés progressivement dans ce nouveau camp d'une capacité de 40 000 personnes. Dans cette tente, dressée par le HCR, quelques infirmiers débordés tentent de soulager les plus faibles. Les malades, c'est jour et nuit, c'est comme ça, jour et nuit. Ils nous viennent ici étant fatigués, certains même malnutris. En une semaine, le camp compte déjà 11 000 personnes. Selon les prévisions du HCR, ce chiffre devrait passer à 20 000 dès la semaine prochaine. Et les besoins sont immenses. Il faut des abris, des vivres et surtout de l'eau en grande quantité. Nous avons tous constaté qu'il n'y a que 3 points d'eau pour une population qui va avoisiner en bientôt 20 000 populations. Les latérales, les points d'eau sont à multiplier. L'école du village de Minawawu est déjà saturée. 2400 élèves et seulement 11 enseignants. Personne ici ne parle le Haoussa, la langue maternelle des enfants nigérians qui ont interrompu leur scolarité. Ils ont les problèmes de communication. Parce que dans les pays, ils connaissent rien que le Haoussa. Ils se communiquent moins en anglais. Donc on fait l'effort qu'ils communiquent en anglais et en français aussi. Le HCR a lancé un appel de fonds aux donateurs pour un montant de 34 millions de dollars afin de porter secours aux réfugiés nigériens du Cameroun, mais aussi du Tchad et du Niger. Les Kenyans se souviennent des victimes de l'attaque du centre commercial Westgate, attaque perpétrée le 21 septembre 2013. Un an après, cette commémoration s'est déroulée sous haute sécurité. Prière et émotion pour ces employés du supermarché Nakumatt de Nairobi. Ils ont tenu à être ensemble pour commémorer l'anniversaire de l'attaque du centre commercial Westgate, il y a un an jour pour jour, qui a fait 67 morts. Nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé. Nous essayons de prier pour les familles des personnes qui ont été touchées, d'être unis et d'avancer. Tout le pays se remémore ces heures tragiques. Inaugurée par la Première Dame, une exposition propose des témoignages des rescapés, des photos du drame et rend hommage aux victimes. Pas question pour les Kenyans d'oublier. L'unité que nous montrons en ces temps de crise ne doit jamais être oubliée. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, il faut toujours faire attention aux nôtres. Nous ne nous laisserons jamais intimider par ces actes de lâcheté. Un an après le drame, la vie à Nairobi n'est plus la même. Les mesures de sécurité ont été renforcées, les contrôles se multiplient à l'entrée des magasins, dans les gares routières ou sur les grands axes. L'atmosphère a bien changé. Nous pouvons augmenter la sécurité, mais la peur est dans les esprits. C'est difficile de retrouver la quiétude après avoir eu aussi peur. Je suis plus attentive, je fais attention avec qui je marche, qui est à côté de moi, s'il a bien passé les contrôles de sécurité. Chacun garde ancré au plus profond de lui ces 4 jours interminables, durant lesquels un commando de terroristes se revendiquant des islamistes Chebab somaliens s'est emparé d'un centre commercial. Après avoir tiré au hasard dans la foule, faisant d'innombrables victimes, ils se sont retranchés dans le bâtiment jusqu'à l'assaut final. De nombreuses zones d'ombre demeurent sur l'identité précise des terroristes. Le procès des complices piétine et les responsables des défaillances des forces de sécurité n'ont pas été inquiétés.
L'actualité en bref dans le monde, point de départ l'Afghanistan où l'ancien ministre des Finances Ashraf Ghani a été proclamé président élu. En Afghanistan, les deux candidats à la présidentielle d'avril dernier ont signé dimanche un accord de partage du pouvoir. Négocié par les Américains, l'accord fait d'Ashraf Ghani arriver en tête le président et de son rival Abdullah, un premier ministre doté d'importants pouvoirs. Après des mois de négociations, la cérémonie de signature a été expédiée en 15 minutes en présence d'Hamid Karzai, le président sortant. Le pape François en Albanie dimanche pour une visite d'une journée dans ce pays dirigé par une coalition de musulmans, de catholiques et d'orthodoxes qu'il voit comme un modèle. Devant un parterre de responsables politiques et religieux, il a sévèrement condamné les fondamentalistes qui se servent de Dieu comme d'un bouclier, une allusion claire aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Les services de sécurité sous pression à la Maison-Blanche. Samedi à Washington, un homme a été arrêté alors qu'il essayait de pénétrer dans la résidence présidentielle en voiture. Cet incident est le deuxième du genre en 2 jours. Vendredi, un homme de 42 ans armé d'un couteau a trompé la vigilance de la sécurité et a franchi le portail nord de la Maison-Blanche. L'individu qui présentait des troubles psychiatriques a été conduit à l'hôpital pour observation. Au Nicaragua, 200 personnes ont manifesté contre la construction d'un canal par une entreprise chinoise. Les manifestants craignent le déplacement de centaines de personnes et un grave impact écologique. Le projet de 40 milliards de dollars a été approuvé par le gouvernement en juillet. Le futur canal devrait traverser le lac Nicaragua et entrera en compétition avec le canal de Panama. Les travaux commenceront en décembre pour s'achever en 2020. C'est la fin de ce 6h30. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.